La Belgique n'est pas seulement divisée sur le plan linguistique, elle l'est aussi au niveau géologique. Au nord, la plaine flamande est formée de sédiments récents. La partie méridionale comprend les plateaux du centre et le haut pays constitué de roches primaires. C'est dans cette seconde partie que l'on trouve des calcaires favorables à la formation des grottes. Une région très appréciée pour ses paysages et sa nature encore bien préservée. Une bande de roches et de collines calcaires de quelques kilomètres de large renferme la majeure partie des phénomènes karstiques et des grottes de Belgique. C'est la Calestienne. Elle s'étend sur près de 130 km d'est en ouest du pays. Il y a 300 millions d'années, cette partie de l'Europe était recouverte par la mer et soumise à une intense sédimentation déposée en couches horizontales. Sous l'effet des poussées géologiques, ces couches se sont plissées. Des plissements qui restent bien visibles par endroits. La région est traversée par de nombreuses rivières qui alimentent les eaux de la Meuse, plus au nord. Profitant des failles de la roche calcaire, certaines de ces rivières ont creusé des réseaux souterrains dont la plus célèbre est la grotte de Hans-sur-Lesse, parcourue chaque année par près d'un demi-million de visiteurs. Mais les collines calcaires n'attirent pas que les touristes. Elles intéressent beaucoup les exploitants de carrières de pierre. En découpant la roche, les carrières mettent parfois à jour des grottes inconnues jusque-là. C'est notamment le cas à Resteigne, où la découverte d'une petite grotte dans les années 70 fut tenue secrète afin d'éviter un éventuel classement du site qui aurait gêné l'exploitation de la carrière. Une grotte que les habitants du village avaient baptisée le trou condamné, car en toute logique, elle aurait dû être entièrement détruite par la carrière. Les carrières ne se contentent pas de détruire le patrimoine souterrain, elles modifient aussi considérablement le paysage en surface. L'exploitation d'une carrière de gravier à moins de 300 mètres d'un château classé du XVIe siècle témoigne d'une époque où la préoccupation pour le patrimoine et l'environnement n'était pas la même qu'aujourd'hui. Une mentalité heureusement révolue. L'équipe de l'Europe souterraine remonte le long de la Calestienne jusqu'aux environs de la grotte de Hoton, l'une des plus importantes cavités de Belgique. Philippe Axel est intrigué par une série de pertes situées en amont dans l'axe de la rivière souterraine qui coule dans la grotte de Hoton. Tout ce secteur forme un vaste bassin d'alimentation qui récolte la pluie et les ruisseaux provenant des hauteurs environnantes. Le sous-sol est formé d'un banc de calcaire givésien très propice à la formation de grottes. En Belgique, ces petites pertes s'appellent des chantoirs, car les habitants de la région avaient coutume de dire que l'eau y chante en ruisselant. Plus prosaïquement, on les considère aussi comme des égouts naturels où les déchets de toutes sortes disparaissent pour aller polluer les rivières et les nappes phréatiques. Il faudra filer la corde, hein. Okay. Robert descend dans l'eau glacée pour chercher un passage vers la rivière souterraine. Peine perdue. De gros blocs bouchent le conduit. Il faudrait des années de désobstruction pour atteindre un étage inférieur. Alors que ça donne? Rien du tout. C'est bouché. C'est bouché. Ouais. Dommage. Ouais, ça... c'est chouette, ouais. Okay.
seul moyen connu pour rejoindre la rivière souterraine de Othon, c'est de passer par l'entrée touristique. La grotte de Othon est la deuxième de Belgique, non seulement par l'étendue de son réseau, mais aussi par le nombre de visiteurs. Contrairement à d'autres attractions touristiques, cette cavité est gérée par des spéléologues soucieux de sa préservation. Seule une toute petite partie de la grotte est ouverte au public. Les nouveaux réseaux sont soigneusement protégés. Tout au bout de la grotte touristique, un balcon surplombe d'une trentaine de mètres la rivière souterraine. Pour y accéder, il faut descendre en rappel. Dans cette partie du réseau, la rivière n'est pas très profonde, mais il vaut mieux éviter les trous pour ne pas se remplir les bottes d'eau. L'équipe y retrouve Guy Wambeck, l'un des premiers explorateurs. Donc, la grotte a été découverte dans les années 58 par un facteur qui se promenait dans le coin et qui un beau jour a découvert une ouverture dans la carrière de Hampto. Il s'est dès lors empressé de signaler la chose aux spéléos membres du Spéléo Club de Belgique. Ceux-ci, bien sûr, affamés de découvertes, se sont précipités sous terre et ont découvert ce qu'est aujourd'hui la grotte de Othon. Toutes les premières explorations sont effectuées à partir de l'entrée découverte dans la carrière. Suite à l'opposition des exploitants de la carrière, une autre entrée est percée sur les hauteurs. Dès 1959, on introduit auprès de la Commission royale des monuments et des sites un dossier de classement. Ce dossier de classement va durer 20 ans. Malgré tous les efforts des spéléologues, des associations de protection de la nature et de l'environnement, on ne parviendra à classer les grottes de Othon qu'en 1978. Apprenant qu'un dossier de classement a été déposé, la carrière progresse à une vitesse incroyable dans l'axe de la grotte. Et des salles comme le 8e ciel, la plus belle de Belgique, disparaissent purement et simplement. Malgré des contrôles sismographiques, les vibrations engendrées par les tirs d'explosifs détériorent progressivement les galeries. Lors des premières mesures de vibration des tirs dans la grotte, nous avions constaté en fait que celles-ci n'étaient pas directement liées aux dégâts que nous avions observés dans la cavité. En effet, il y avait un phénomène qui était lié à la fatigue des métaux, à la fatigue des aciers. En effet, ce n'était pas la vitesse de la vibration de la roche qui engendrait à un moment précis des dégâts, mais bien l'accumulation des tirs et l'accumulation des vibrations qui en fait progressivement fissuraient le massif calcaire, fissuraient donc la grotte en elle-même et provoquaient des dégâts dans la grotte de Othon. En 1993, les explosions cessent définitivement. Pendant que la carrière détruit l'aval de la rivière souterraine, les spéléologues tentent de remonter vers l'amont. Mais pour cela, il faut franchir des siphons.
Sophie, plongeuse au Spéléo Club de Belgique, rejoint l'équipe avec son matériel. Après la découverte du premier réseau où nous étions bloqués dans l'escalade des réseaux supérieurs, il fallait penser à plonger dans la rivière souterraine, la seule issue pour aller plus loin dans la grotte. Plonger en grotte n'est pas une opération facile. L'équipe Spéléo porte le matériel pour éviter à Sophie de trop se fatiguer avant d'entrer dans l'eau. Le matériel de plongée en mer n'est pas adapté aux conditions particulières des grottes. Le plongeur doit aussi être bricoleur pour transformer son équipement. La préparation est minutieuse. La vie de Sophie dépend du bon fonctionnement de son système respiratoire qui est doublé. Plonger en grotte se fait seul. Deux plongeurs risqueraient de se gêner mutuellement dans les galeries étroites. Le franchissement de ce premier siphon en 1970 par Jean Damuseau et Lucienne Golanvaux a ouvert la porte d'un immense réseau sur 4 étages. Depuis, les plongeurs Spéléo ont vaincu 5 autres siphons et porté le développement du réseau à 6 km. Les anciennes galeries ont été reliées aux nouvelles par un puits artificiel pour éviter le siphon. L'équipe continue sa progression dans le nouveau réseau de Othon. Un immense hall d'une trentaine de mètres de haut se subdivise en 5 niveaux, parfois reliés entre eux par de petites galeries.
remonte le long d'une étroiture vers le début du niveau 2. Cette galerie représente l'étage fossile inférieur. Le concrétionnement y est très important. Ce qui frappe dans ce gour, c'est l'absence de souillure, de casse. On pourrait se croire au premier jour de la découverte. Les concrétions de Othon sont vivantes. Elles continuent leur croissance, imperturbées. Pourtant, cette galerie est visitée par les spéléologues depuis sa découverte dans les années 70. Est-ce parce qu'ils étaient confrontés à la destruction inexorable de leur grotte que les spéléo-belges ont pris tant de précautions pour préserver leur découverte? Ou étaient-ils les précurseurs d'une nouvelle approche de la spéléologie qui prévaut aujourd'hui? Ce deuxième étage contient des concrétions monumentales, mais aussi de splendides petits écrins de cristaux. La richesse des couleurs et des contrastes est saisissante. Si certaines stalagmites sont brisées, elles l'ont été il y a des dizaines de milliers d'années, par des phénomènes sismiques naturels. Les scientifiques utilisent ces véritables enregistrements des sursauts de l'écorce terrestre pour calculer la périodicité des tremblements de terre. Les grottes sont des sanctuaires où les moindres mouvements du sol restent inscrits sans être perturbés par les éléments extérieurs. Seul un cataclysme gigantesque ou l'intervention de l'homme pourrait les effacer. La notion de préservation du milieu souterrain est très jeune. Les premiers spéléologues ne voyaient dans l'exploration des cavernes qu'un moyen de satisfaire leur curiosité ou leur goût pour l'aventure. Il était fréquent de voir se constituer des collections de concrétions prélevées dans de nombreuses cavités. Les spéléologues sont les premiers concernés par la préservation du patrimoine souterrain. De simples comportements peuvent aussi éviter d'endommager la cavité. Enlever ses bottes pleines de boue et sa combinaison pour escalader une coulée de calcite est un réflexe que n'ont pas tous les visiteurs du monde souterrain. En adoptant, comme à Othon, des mesures de protection dès la découverte d'une grotte, ils peuvent en assurer la préservation. Ici, ces mesures se sont révélées efficaces. Pour éviter de souiller les cristallisations, le cheminement à suivre est balisé par un ruban. La présence de l'homme dans le réseau est limitée à 10 visites par an,
strictement réservée aux spéléologues ou aux scientifiques. L'équipe remonte vers le 3e niveau, franchissant quelques passages délicats pour rejoindre une galerie fossile tout aussi joliment décorée que le 2e étage. Basse que les galeries inférieures, cette partie de la cavité renferme des concrétions très délicates et d'une pureté unique en Belgique. Ici aussi, la volonté de préservation a fait merveille. Des galeries comme celle-ci existaient ailleurs en Belgique. Elles ne sont plus aujourd'hui que des boyaux de pierre, dépouillés de leur décoration et remplis de boue. Dans la majeure partie des pays d'Europe, la protection d'une grotte ne dépend que de la bonne volonté du propriétaire des terrains en surface. Aucune mesure juridique ne permet d'en imposer la préservation et d'en réglementer l'accès sans l'accord du propriétaire. À Houton, il aura fallu 20 années de lutte pour arrêter la destruction de la cavité. Mais il reste encore beaucoup à faire pour préserver l'intégrité du patrimoine souterrain.